Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu si nombreux présents à notre invitation. Je m'appelle Martine Caffio, je suis directrice du cycle supérieur de management qui fait partie de la gamme de parcours diplômants et de formations courtes proposées par l'EDEC Executive Education aux managers et aux dirigeants. J'ai le plaisir de compter parmi les intervenants du cycle supérieur de management, Camille Pradiès, qui est avec nous et qui forme dans ce programme les managers et aspirants managers de manière à ce qu'ils développent leur leadership. Camille Pradiès est professeure à l'EDEC Business School. En dehors du cycle supérieur de management, elle intervient également en grande école, auprès de nos étudiants en bachelor, mais aussi auprès de nos cadres dirigeants en executive MBA. Lorsque vous êtes inscrit pour ce webinaire, vous avez pu découvrir une mini-biographie de Camille Pradiès, vous indiquant ses sujets de prédilection et ceux qui font l'objet de ses travaux de recherche. Elle a accepté, et je l'en remercie, de partager avec nous une partie des fruits de ses réflexions, et plus particulièrement ceux liés au leadership et à la pensée paradoxale. Ces sujets nous ont semblé particulièrement intéressants dans le contexte actuel, qui amène les leaders à faire face à une multitude et même à un accroissement de demandes paradoxales. Nous allons donc découvrir, grâce à Camille, l'intérêt pour les leaders d'adopter une pensée dite paradoxale. Durant ce webinaire, nous avons coupé vos micros et vos caméras afin de nous garantir le plus de fluidité possible dans nos connexions. Toutefois, vous pouvez poser vos questions via la boîte à questions qui apparaît sur votre écran. Et à l'issue de l'intervention de Camille, je me ferai votre porte-parole afin de les relayer auprès d'elle. Bonjour, chère Camille. Ce webinaire s'intitulant « Leadership et pensée paradoxale », peut-être pourrions-nous déjà commencer par découvrir ta définition du leadership? Bonjour Martine et bonjour à tous. Oui, c'est formidable, je tiens à dire, d'être ici. J'ai vu la liste des participants, j'ai pu voir des anciens élèves, certains m'ont même envoyé des messages, donc je suis ravie de vous compter parmi nous. Et j'ai aussi pu voir beaucoup de nouvelles têtes ou de nouveaux noms, et donc je suis ravie aussi de voir que ce webinaire intéresse autant de personnes. Pour répondre à ta question, Martine, la définition du leadership, c'est un grand sujet. Et pour ceux qui ont pris mes cours de leadership, vous le savez, mais il y a eu beaucoup de débats au sein des chercheurs sur ce qu'était le leadership. Au tout début de la science des leaderships, le leadership s'était vu comme un trait de personnalité. Peut-être on pensait même à la taille, à la masculinité, à l'extraversion, et on disait qu'à partir du moment où on avait ces traits, on avait du leadership. Mais la recherche en leadership a évolué dans le temps et c'est de plus en plus centré sur, au fond, le processus d'influence. C'est-à-dire, au-delà de certaines caractéristiques qui pourraient être innées, la recherche en leadership s'est intéressée à l'interaction qui existait entre un leader et des followers, des suiveurs. Et du coup, la définition que j'aime utiliser dans mes cours du leadership, c'est celle-ci, celle que vous voyez sur votre écran, c'est-à-dire un processus par lequel un ou plusieurs individus, le ou les leaders, influencent un groupe d'individus en vue d'atteindre un but commun. Et donc, on voit vraiment qu'au cœur de cette définition, il y a l'interaction entre le leader et les followers. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette définition, c'est que, en fait, elle laisse la place ouverte à de nombreux comportements que le ou les leaders peuvent engager pour justement influencer les autres à les suivre autour d'un projet commun. En cours, nous parlons de donner des objectifs motivants et ambitieux, ou de faire preuve d'empathie, ou d'inviter les autres à réfléchir out of the box. Donc, on explore souvent énormément de comportements. Et ce que j'aime bien, ou ce qui me semble pour moi important, c'est qu'au-delà de toute cette palette de comportements, il faut comprendre que le leadership se situe vraiment à l'intersection d'une situation particulière
avec des individus particuliers et le leader. Et donc, en fait, le leader doit faire preuve d'agilité, doit pouvoir jongler entre tous les comportements, qui existent pour pouvoir amener les autres à le suivre. Et donc, c'est vraiment en lien avec l'agilité que je vois l'intérêt de la pensée paradoxale. D'accord. Alors justement, je vais me permettre de rebondir. Que faut-il entendre par pensée paradoxale et en quoi les managers et les dirigeants qui nous écoutent sont-ils concernés par cette fameuse pensée paradoxale? Alors, quand je parle de pensée paradoxale, en fait, nous avons tendance à formuler nos choix en termes de bons ou mauvais choix. Nous voyons les demandes auxquelles nous faisons face comme étant des demandes contradictoires. Est-ce que je dois être empathique avec mes équipes ou est-ce que je dois mettre l'accent sur la productivité? Est-ce que je dois performer dans mon travail ou est-ce que je dois être un parent attentif? Est-ce que je dois être authentique dans mon organisation et aligné avec mes valeurs ou est-ce que je dois jouer le jeu de la politique? Au niveau organisationnel, on voit de même ces demandes contradictoires. Est-ce que je me centre sur aujourd'hui, les objectifs aujourd'hui, ou est-ce que j'explore demain? Est-ce que je me centre sur le profit ou est-ce que je me centre sur les personnes? Est-ce que je capitalise sur ce que je sais faire ou est-ce que j'explore de nouvelles opportunités? Est-ce que je me centre sur le global, le local, le court terme, le long terme ou même au niveau des équipes? Est-ce que je favorise le travail individuel et la performance individuelle ou est-ce que je favorise le travail d'équipe? Donc, on voit vraiment qu'on a tendance à voir des contradictions dans le monde qui nous entoure. Et au cœur de la pensée paradoxale, en fait, il y a l'idée de se dire que l'on peut changer la question. En fait, la question n'est pas est-ce que je dois être empathique ou mettre l'accent sur la productivité, mais la question devient comment est-ce que je peux faire les deux? Et au cœur de la pensée paradoxale, il y a la notion que réfléchir à comment faire les deux, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, qui nous permet d'être dynamisés. Voilà. D'accord, très bien. Donc, pour pouvoir pratiquer la pensée paradoxale, il faut qu'on soit déjà capable d'identifier un paradoxe. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui. Alors, voir les paradoxes, identifier un paradoxe, peut-être la façon la plus simple pour moi de vous parler de comment identifier un paradoxe, c'est de vous donner déjà la définition. Un paradoxe, c'est la définition que j'utilise dans ma recherche, c'est des éléments contradictoires et interreliés qui persistent dans le temps. Alors, vraiment, au cœur de cette définition, il y a 3 éléments clés. La contradiction, l'interdépendance et la persistance. Alors, pour vous permettre peut-être de bien comprendre, j'aime bien prendre une analogie, une analogie assez plutôt dans la biologie, en prenant l'exemple de la respiration. Et je tiens à dire que si parmi nous, si parmi vous, il y a des personnes qui ont fait des études en médecine ou avec un background un peu plus scientifique, voilà, je m'excuse par avance de la façon dont j'utilise la respiration. J'essaie d'être, je m'en sers vraiment comme d'une analogie, mais je ne suis en rien biologue. Donc voilà. Donc, si on prend en fait la respiration, on voit vraiment qu'il y a 2 mouvements opposés. On a l'inspiration où on prend de l'oxygène, en fait on apporte de l'oxygène à notre corps, et on a l'expiration où on évacue le CO2 de notre corps. Et donc, en fait, on voit vraiment que l'inspiration et l'expiration sont 2 mouvements opposés. Mais ils sont interreliés, dans le sens où on inspire, on a de l'oxygène, l'oxygène donne de l'énergie à nos cellules,
notre corps fonctionne et en fonctionnant, en fait, il rejette du CO2 et donc, du coup, l'expiration est nécessaire pour rejeter ce CO2 hors de notre corps. Et puis, au bout d'un moment, on a à nouveau besoin d'oxygène pour fonctionner et donc le processus reprend. Et donc, on voit là aussi vraiment que le processus persiste dans le temps tant que l'on est vivant. Et donc, vraiment, au cœur, en fait, de la respiration, on pourrait se dire qu'il y a un paradoxe parce qu'on a deux éléments opposés, interdépendants et qui persistent dans le temps. Alors, peut-être, je vais traduire cet exemple dans le monde de l'entreprise. Vous pouvez par exemple imaginer que vous êtes dans un comité stratégique et que vous décidez des stratégies à 5 ans. Et on a vu dans beaucoup d'entreprises en France et beaucoup dans le nord de la France, par exemple, des stratégies de libération de l'entreprise libérée. Donc, vous pouvez imaginer que voilà, vous êtes dans votre comité stratégique et vous vous dites, bah, c'est la stratégie que l'on veut suivre, on veut libérer notre entreprise. Et c'est une thématique intéressante parce qu'en fait, elle donne de l'agilité, elle donne de l'autonomie aux membres de l'entreprise. Mais ce que nous dit la théorie des paradoxes, c'est au fond que en nous centrant vers ce changement, on peut avoir tendance à oublier ou même à rejeter ce qui a fait notre succès par le passé, à savoir tout ce qui est structure et hiérarchie. Et donc, en fait, on a tendance à se dire, ben voilà, la structure, la hiérarchie, le contrôle, c'est un problème. Et la solution à ce problème, c'est notre nouvelle stratégie, la libération de l'entreprise, qui est vue alors comme une solution. Et donc, en fait, on est en train de se dire que voilà, on voit d'un côté un problème, qu'il y a une solution. Mais on peut imaginer que dans 10 ans, au fond, cette solution que l'on a suivie à 100% peut devenir un problème ou une erreur. C'est-à-dire que peut-être on va avoir, à force de donner beaucoup d'autonomie aux membres de l'entreprise, des burn-out, ou peut-être que l'on va avoir beaucoup de projets qui partent dans tous les sens. C'est un problème pour savoir qui fait quoi comment. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourrait imaginer que cette libération devienne un problème et que la hiérarchie, le contrôle, au fond, devienne une solution. Et pour la théorie des paradoxes, en fait, il y a quelque chose de profondément faux dans cette façon de voir, par exemple, les stratégies et de changer d'une stratégie à l'autre de cette façon-là, parce que, en fait, on voit un problème avec une solution et non, en fait, un paradoxe que l'on doit apprendre à gérer. Et l'idée, c'est de se dire que, et dans la structure, dans la hiérarchie et dans la libération, il y a des éléments qui sont bons et il faut pouvoir continuer à les garder en tête. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire, on gère un paradoxe et on ne le résout pas. D'arrêter de voir un des éléments du paradoxe, en fait, comme un problème que l'on doit résoudre. Donc, je vais, pour continuer à illustrer en fait cette notion et pour vous permettre au fond de voir un peu mieux ce que j'entends par paradoxe, je vais proposer à Martine, qui se fait votre porte-parole, un petit jeu, histoire de voir voilà, si vous avez bien compris le concept et aussi peut-être pour vous permettre de faire la différence entre le paradoxe comme je viens de le présenter, et le paradoxe dans le langage quotidien. Donc, je ne sais pas si tu es prête, Martine. Allez, vas-y. Alors, ma première image est donc cette image, cette injonction que l'on peut des fois entendre dans les organisations, sois créatif. Oui, alors là, pour moi, ce n'est pas un paradoxe tel que tu viens de le définir, c'est plus une injonction paradoxale, parce que je n'y vois pas le côté contradictoire, interdépendance et persistance, qui sont les trois critères que tu nous as indiqués. Donc pour moi, voilà. Ben, écoute, c'est tout à fait ça. Donc, ce n'est pas un paradoxe. C'est voilà une phrase qui s'auto-contredit. On peut
le trouver aussi dans les phrases « il est interdit d'interdire ». Voilà, c'est des phrases qui s'auto-contredisent ou qui ne sont pas forcément logiques. On peut des fois les décrire comme étant des phrases paradoxales dans le langage quotidien, mais ce n'est pas un paradoxe dans le sens où je l'entends, parce que justement, on n'a pas les deux éléments opposés qui sont interreliés et qui persistent dans le temps. Donc, c'est tout à fait ça. Ma prochaine question, c'est cette question. Alors, c'est l'exemple d'un politicien qui a un programme politique vert, mais qui prend l'avion constamment pour aller à ses meetings de campagne. Alors, est-ce un paradoxe ou non? Bonne question. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de contradictoire entre ses paroles et ses actes. Donc, pour la première caractéristique, je dirais oui, mais l'interdépendance et la persistance, j'en suis pas persuadée. J'aurais tendance à te dire non plus. Oui, c'est un exemple un peu plus compliqué. Souvent, dans mon cours, les élèves me donnent des exemples ou prennent des exemples comme ça. En fait, c'est une forme de contradiction entre voilà, les paroles et les actions, donc un décalage en fait entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Mais ce décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait n'est pas un paradoxe comme je le définis, parce qu'on ne voit pas vraiment les deux pôles opposés et interreliés là aussi. On peut peut-être essayer d'imaginer qu'il y a un paradoxe derrière ce décalage. Ça pourrait être vouloir toucher un maximum de personnes et en même temps vouloir être fidèle à ses idées et du coup toucher moins de personnes. Mais c'est un peu plus compliqué et donc, ce n'est pas un paradoxe. Et donc, il faut vraiment faire attention quand on réfléchit à un paradoxe, à ne pas partir sur des phrases qui sont peut-être simplement un décalage entre les actions et la pensée. Donc, tu as tout à fait raison, ce n'est pas un paradoxe. Mon prochain exemple. Alors, vie de famille et vie professionnelle. Bon, là, je retrouve les deux facettes que tu nous as indiquées. Donc, j'aurais envie de te dire contradictoire, oui. Interdépendant, je veux dire oui, puisque quelqu'un a intérêt pour bien s'épanouir dans sa vie de famille, il faut aussi s'épanouir professionnellement et vice-versa, et l'un alimente l'autre. Donc, je dirais qu'il y a une interdépendance et j'espère qu'il y a une persistance parce que c'est quand même tout ce qui remplit une vie. Donc là, j'aurais envie de te dire oui, c'est un paradoxe. Écoute, c'est tout à fait ça. Ton analyse est très bonne et c'est souvent un paradoxe que l'on me cite dans mes cours parce que justement, c'est un paradoxe qui habite beaucoup d'entre nous. Donc voilà. Donc j'espère que que l'idée de paradoxe est un peu plus claire pour vous. Vraiment, il faut réfléchir à des éléments contradictoires, interreliés et qui persistent dans le temps. Et donc vraiment contradiction, interdépendance, persistance. Et gardez en tête qu'un paradoxe ne se gère pas, qu'un paradoxe, pardon, ne se résout pas, qu'il se gère. Voilà. D'accord. Alors, si tu veux bien, on va peut-être passer à encore un petit peu plus concrètement, comment est-ce qu'on peut pratiquer la pensée paradoxale? Alors, j'ai déjà eu le plaisir d'en échanger avec toi et j'ai eu l'occasion de te dire qu'elle m'évoquait, par exemple, deux situations. Une situation lors de séances de coaching, par exemple, durant lesquelles j'accompagne des managers et des cadres, hein, des dirigeants qui viennent se former à l'EDEC, puisqu'ils bénéficient de coaching dans les programmes. Et lorsqu'ils visent, à travers les programmes, l'obtention d'un diplôme, ils peuvent parfois justement être en questionnement en se disant j'ai développé encore mes compétences, j'ai affûté mes talents. Maintenant, la question, c'est est-ce que je reste dans mon entreprise actuelle pour valoriser mon diplôme ou est-ce que, pourquoi pas, je crée mon entreprise, d'autant que ça fait un petit moment que cette idée-là me trotte dans la tête, comme bon nombre de Français. Donc, il y avait cette situation de coaching et ça me faisait penser aussi à finalement certaines réflexions que mènent également les dirigeants d'entreprise. Je pense aux entreprises familiales, par exemple, qui ont donc la responsabilité des choix qui engagent l'avenir de l'entreprise et qui doivent prendre donc de multiples décisions eux aussi.
La question étant alors, est-ce que pour développer l'entreprise, je dois, quoi qu'il en soit, privilégier l'autonomie financière et plutôt m'appuyer sur mon banquier, ou est-ce que j'ouvre à un moment le capital et est-ce que je trouve des partenaires extérieurs qui pourraient s'associer au capital de l'entreprise? Je propose, si tu veux bien, que tu nous illustres peut-être une technique rattachée à la pensée paradoxale sur ces deux exemples-là, pour que ça parle à celles et ceux qui nous écoutent. Oui, avec grand plaisir. Écoute, en effet, on échange beaucoup sur ces sujets-là, toutes les deux, dans le cadre de notre travail. Et je vais partager avec toi une technique toute simple que j'utilise parfois dans mon cours, qui s'appelle la technique d'intégration pour réfléchir au fond à ces deux exemples que tu me donnes. L'intérêt de la technique d'intégration, c'est vraiment de nous permettre de changer notre mode de pensée. Un mode de pensée qui peut être le mode de pensée du choix, est-ce que je fais l'un ou l'autre, vers comment engager les deux éléments du paradoxe. Alors, je vous invite, si vous avez la possibilité, de le faire en même temps avec nous, ou du moins de commencer à faire cet exercice avec nous. Je le fais souvent en classe. Alors, en général, toute la classe nous aide et c'est une discussion très riche. Là, je vous invite à le faire en parallèle avec nous sur votre bureau. Mais la technique d'intégration a plusieurs étapes. Alors, la première, c'est je vous invite à écrire de façon aléatoire sur une feuille de papier les réponses à la question « Que m'apportent les deux éléments ?» Et donc, dans l'exemple, le premier exemple de Martine, c'était rester dans mon entreprise, jouer au fond la sécurité et créer mon entreprise, prendre des risques. Voilà, donc dans l'exemple de Martine, les deux éléments, c'était d'un côté rester dans mon entreprise, de l'autre côté créer mon entreprise. Et donc là, je vous invite par exemple à vous poser la question, que m'apporte rester dans mon entreprise? Pourquoi est-ce que, à mes yeux, rester dans mon entreprise, c'est important? Donc, et l'intérêt étant de noter de façon aléatoire sur une feuille de papier. Donc, le cadran orange que vous voyez sur le côté représente une feuille de papier. Et donc, à cette question, que m'apportent les deux éléments, rester dans mon entreprise, voici quelques réponses que les élèves peuvent donner. Et Martine, n'hésite pas à en rajouter si tu penses à d'autres, mais je pense que cela couvre les réponses que l'on obtient en général. Alors, ça peut être l'amitié, le fait que ce soit rassurant pour ma famille, d'un côté sécurité par rapport à l'argent, la bonne ambiance au travail, le travail d'équipe, c'est facile, c'est moins stressant et ça apporte une forme de sécurité dans son quotidien. Donc voilà, donc écrivez de façon aléatoire sur une feuille de papier les réponses à la première question, que m'importe de me centrer sur, et dans ce cas, rester dans mon entreprise. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à écrire de la même manière, de façon aléatoire, que m'apporte, au fond, créer mon entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important à mes yeux? Qu'est-ce que je cherche à avoir? Et donc là, à cette question, par exemple, on peut répondre, cela m'apporte une forme de variété dans mon travail, je vais résoudre de nouveaux problèmes créatifs, ça va me permettre peut-être de me réaliser, d'avoir de nouveaux défis, d'être indépendant, je vais avoir plus d'énergie. Donc voilà, ça peut être des réponses qui sont autour de créer mon entreprise. Et donc vous voyez au fond que vous avez répondu et écrit de façon aléatoire sur cette feuille de papier les réponses à ces deux questions. Et donc vous vous retrouvez au fond avec une feuille de papier et beaucoup au fond d'éléments que vous recherchez à travers ce choix. La deuxième étape, la prochaine étape, je vous invite au fond à retravailler certains points. Alors, j'appelle ça les points tangibles ou les négations. Les points tangibles, c'est si dans la liste des éléments que vous avez mis des choses qui sont tangibles. Avoir une nouvelle voiture,
ou avoir une nouvelle maison, par exemple. Voilà, avoir quelque chose de tangible. Et si vous avez mis ces points-là, je vous invite à les reformuler en vous demandant qu'est-ce que cela m'apporte? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'avoir une nouvelle voiture? Est-ce que c'est pour le statut, pour le côté pratique? Voilà, qu'est-ce que je recherche derrière avoir une nouvelle voiture? Je vous invite aussi à retravailler les négations. Donc, par exemple, si vous avez mis moins de stress, je vous invite à vous demander qu'est-ce que cela veut dire moins de stress de façon positive. Et donc, moins de stress, c'est au fond de la tranquillité, de la sérénité, peut-être de la sécurité. Donc voilà, reformuler et les points tangibles avec ce que cela vous apporte et les négations de façon affirmative en fait. Pour avoir là aussi en fait une liste d'éléments que vous recherchez à travers l'exploration de ce paradoxe. Une fois que vous avez fait ça, alors je sais qu'on va un peu vite et que normalement on prend beaucoup plus de temps. Hein. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à donner un score de 1 à 5 en termes d'importance et à vous concentrer sur les scores les plus importants. C'est-à-dire, en fait, maintenant que vous avez cette liste de choses que vous cherchez à atteindre, je vous invite à essayer de trouver quelles sont les choses les plus importantes parmi cette liste. Et peut-être que pour vous, c'est en fait que vous recherchez à avoir un nouveau défi et que en même temps, vous recherchez à avoir quelque chose de rassurant pour votre famille. Peut-être que nouveau défi et rassurant pour ma famille, vous allez mettre un 5. Au final, la bonne ambiance, puis surtout peut-être en ce moment avec l'habitude que l'on a pris de travailler à distance, peut-être que c'est un peu moins important, ou alors peut-être à l'inverse que c'est devenu encore plus important. Donc voilà, je vous invite à scorer. Et donc on peut imaginer quelqu'un qui a rassurant pour ma famille avec un 5, nouveau défi avec un 5, peut-être que bonne ambiance et indépendance ont un 2 ou un 3. Voilà. Donc, une fois que vous avez donné un score à chacun de ces éléments-là, en fait, je vous invite en regardant au fond les critères les plus importants, ceux qui ont reçu des 4 ou des 5, à vous demander quelles options cela vous ouvre. Et donc, par exemple, pour quelqu'un qui se retrouve face à rassurant pour ma famille et nouveau défi comme étant quelque chose de très important, en fait, cette personne peut commencer à réfléchir à qu'est-ce que cela veut dire pour nous. Et dans la théorie des paradoxes, on a tendance à dire qu'il y a plusieurs façons, au fond, de réfléchir à des façons d'aborder ce que cela peut vouloir dire. Il y a une façon qui est d'intégrer, c'est-à-dire de trouver une solution qui amène les deux en même temps, ou de séparer, de trouver des solutions qui permettent dans l'espace d'adresser les deux éléments, mais de façon séparée. Et donc là, typiquement, quelqu'un qui recherchait quelque chose de rassurant pour sa famille, mais un nouveau défi, pourrait penser alors, grâce à cette démarche, à l'intrapreneurship, c'est-à-dire être un entrepreneur au sein de son entreprise, rester dans son entreprise, mais relever un nouveau défi en étant intrapreneur. Une autre façon sinon de le voir, c'est de se dire, en fait, je garde mon travail dans mon entreprise, peut-être que je vais passer à 4/5, 3/4 temps, me libérer du temps pour, à côté, créer mon entreprise. Et donc, avoir l'opportunité du nouveau défi, tout en ayant le côté rassurant pour ma famille. Et donc, on peut vraiment imaginer plusieurs façons, au fond, d'engager ce paradoxe. Et le fait d'être passé par cet exercice permet, au fond, de voir ces différentes façons-là. Alors, souvent, en cours, les élèves sont en binôme et donc ils s'aident aussi entre eux dans la phase de formulation des solutions. Donc voilà pour la technique d'intégration. Alors Martine, tu m'avais parlé d'un deuxième exemple. Alors je vais rapidement engager aussi le deuxième exemple pour illustrer cette technique avec cet autre exemple. Alors le deuxième exemple, c'était la question pour un dirigeant d'entreprise, peut-être d'entreprise familiale, la question de l'autonomie financière ou de l'ouverture du capital. Et donc, de la même façon, on va se demander qu'est-ce que m'apporte l'autonomie financière.
Et donc, ça peut être de l'autonomie dans la prise de décision, la propriété du savoir-faire, l'importance de véhiculer des valeurs, de faire le travail avec les valeurs auxquelles on croit, l'indépendance ou de maintenir une façon de faire. À la question « Que m'apporte ouvrir le capital ?» ça peut être pouvoir s'étendre géographiquement rapidement, une nouvelle façon de travailler, partager des idées ou possibilité d'acheter du matériel. Donc on voit voilà, qu'il peut y avoir beaucoup de choses en fait, qui se cachent derrière les choix auxquels on fait face, entre guillemets. Et donc, cette technique permet de mettre à plat, au fond, tout ce qui se cache derrière, derrière ce qui nous semble être des choix, l'un ou l'autre. Et donc, de la même manière, si notre priorité, c'est sur l'achat de matériel et l'autonomie dans la prise de décision, on peut se dire que à partir de ce moment-là, on peut commencer à explorer des solutions, entre guillemets, ou des façons d'engager ces oppositions en se disant, voilà, je peux chercher peut-être un partage de matériel, de la location, ou même de la dimension coopétition, c'est-à-dire coopérer avec des compétiteurs. Si les priorités sont plus sur les valeurs et l'expansion géographique, alors, pareil, je peux chercher d'autres façons. Donc, par exemple, typiquement, on peut réfléchir à des entreprises professionnelles, par exemple, des cliniques vétérinaires qui se posent la question, voilà, est-ce que je vise l'autonomie financière ou l'ouverture du capital, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On voudrait s'étendre géographiquement, avoir plus d'importance sur un territoire, mais en même temps, voilà, nos valeurs sont importantes, on a une éthique professionnelle, dans la prise de décision face aux clients, on ne veut pas en fait que ce soit le business qui prime et qu'on fasse les choses les moins chères, mais on veut que ce soit les soins qui soient valorisés. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut et à la fois travailler sur nos valeurs et travailler sur l'expansion géographique. Et une façon de répondre à cette question, c'est de dire, je vais rechercher des profils d'investisseurs qui ont des valeurs similaires et faire un énorme travail sur trouver des gens avec qui peut-être s'associer de nouvelles associations, mais avec des valeurs similaires. Donc peut-être d'autres professionnels qui permettent au fond de partager l'aventure, mais de s'étendre géographiquement. Et donc, bien sûr, là, c'est vraiment un exemple et je le fais très rapidement pour vous illustrer en fait la technique d'intégration. Mais l'idée, c'est qu'au fond, une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez explorer même dans d'autres cours qu'on donne à l'EDEC ou même de façon indépendante les différentes formes juridiques qui pourraient être intéressantes et les différentes stratégies qui pourraient être intéressantes, mais en ayant une pleine conscience, en fait, de ce qui vous anime et pourquoi vous vous posez cette question-là. Voilà. Très bien. Bon, il y a des questions qui sont apparues, mais je te les poserai après, comme on l'a prévu de le faire. Donc, pour ma part, en tout cas, grâce à ce que tu viens de partager avec nous, je retiens que la pensée paradoxale, ça peut vraiment être très utile dans l'expression du leadership parce que déjà, pour un leader ou un manager, ça lui permet de se poser, déjà, de se poser pour rendre explicite ce qui compte pour lui, ses valeurs, enfin, ce qui lui paraît vraiment important. Ça lui permet aussi de développer sa créativité. Plutôt que d'avoir un raisonnement binaire, pourquoi pas, c'est d'ouvrir le champ des possibles, parce qu'elle permet aussi ça aide à intégrer et à assembler les choses qu'on opposait au départ, et en finalement disant, mais il y a peut-être une autre manière de combiner ces éléments importants pour trouver des solutions. Donc ça peut permettre de sortir de ce côté alternatif et d'ouvrir des solutions plus riches. Finalement, c'est aussi ce qui est attendu d'un leader. Il y a ce côté rassurant parce qu'il a des idées et il peut apporter des solutions. Et donc, ça peut permettre aussi de développer le leadership dans le sens, cette capacité à influencer des groupes, ce que tu nous as indiqué au démarrage, parce qu'on peut être davantage rassurant, parce qu'on a plus de choix ou de solutions à proposer. Et comme on a travaillé sur ce qui est important pour moi du fait de la cotation que tu proposes, de ce scoring, on peut être plus convaincant parce que les idées, on les a, d'abord elles sont plus claires puisqu'on les a rendues explicites, puis on les a pesées, on a des convictions qui sont développées.
Et de ce fait-là, on peut davantage les affirmer et être plus impactant, hein, si j'entends bien. Alors, il y a des Voilà. questions qui nous viennent après, mais elles sont très intéressantes et je relayerai ça juste après. D'accord, D'accord. mais Et c'est qu'est-ce que tu veux qu'on retienne si on devait retenir quelques petites choses de cette technique? Bah, écoute, déjà, merci pour ce résumé, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est vraiment, tu as mis le doigt sur l'intérêt de la pensée paradoxale. Et donc, si on veut vraiment, enfin, pour résumer, en fond, pour moi, ce webinaire, c'est au fond une introduction pour découvrir la pensée paradoxale. Et j'espère que vous avez vraiment commencé à comprendre le lien entre leadership et pensée paradoxale. Et Martine, tu l'as extrêmement bien explicité, donc je t'en remercie. Vous avez aussi pu vous allez commencer à voir les paradoxes qui vous entourent et si vous êtes comme moi, vous allez en voir partout. Voilà, j'espère que vous commencez à les voir. Et ensuite, je vous ai proposé un outil donc, pour engager les paradoxes, un outil parmi tant d'autres. Mais voilà, j'espère que cet outil vous intéresse et que vous allez peut-être prendre le temps de le faire avec un peu plus enfin, à un moment où vous aurez un peu plus de calme, parce que c'est vrai que dans ce webinaire, on a proposé l'outil, mais en fait, cela mérite de prendre un peu plus de temps pour le faire à fond. Donc voilà. Voilà pour moi sur ce webinaire. Et donc du coup, Martine, tu disais qu'on avait des questions et beaucoup de questions intéressantes. Alors Tout à fait. je propose de passer aux questions. Très bien. En tout cas, moi, je retiens qu'un problème, une fois qu'il est bien posé, c'est déjà une partie de la solution qui est trouvée, en tout cas, avec ce que tu nous dis. Voilà. Alors, des questions qui nous viennent sur, par exemple, la pratique de la pensée paradoxale, notamment quand on nous dit que vous avez illustré la pensée paradoxale pratiquée par une personne, mais est-ce qu'elle peut se pratiquer au sein d'un comité de direction où finalement on retrouve parfois, même assez souvent, des points de vue assez tranchés, voire opposés? Est-ce que ça peut se pratiquer en collectif et, et si oui, comment? Et d'ailleurs, quelqu'un nous posait la question, c'est Julien qui est avec nous, qui me dit, est-ce que la technique du co-développement de Champagne et Paillettes, ça peut être associé, pourquoi pas, à une technique de développement de la pensée paradoxale? Puisque, puisque la technique du co-développement se pratique en collectif. Voilà, je ne sais pas si ça peut aider. Écoute, merci Martine donc, pour ces questions. Merci à vous pour ces questions. Oui, en fait, je pense en effet que les paradoxes, ce n'est pas l'apanage d'une personne, en fait, et la question de l'exploration des paradoxes en groupe est très intéressante. En fait, les paradoxes nous invitent à voir même les débats d'idées, les oppositions comme une richesse. On peut tout à fait imaginer un comité de direction qui engage la pensée paradoxale. Alors, moi, je vois plusieurs configurations, c'est-à-dire peut-être en effet certaines personnes qui voient plus d'un côté, d'autres qui voient plus d'autres, mais avec toujours la conscience en fait que il y a en fait de la valeur dans l'opposition que les autres personnes ont. L'intérêt, au fond, d'avoir une diversité d'opinions réside dans le fait que les stratégies pour engager le paradoxe au niveau de l'organisation pourront être peut-être encore plus riches. C'est-à-dire que je vous ai parlé de stratégies de séparation et de stratégies d'intégration. Quand on a des individus qui croient vraiment à une dimension et beaucoup moins à une autre, on peut les inviter à travailler encore plus dans cette dimension-là parce qu'on sait qu'ils ne l'abandonneront pas. On sait qu'ils seront fidèles et qu'ils viseront le mieux pour cette dimension-là. Et il en est de même pour l'autre côté. Et à ce moment-là, c'est important d'avoir des personnes qui sont capables de faire le lien et le pont pour créer au fond des politiques après d'intégration. Donc vraiment, il faut pouvoir alterner entre des décisions de séparation et de décisions d'intégration. Et une de mes collègues à l'Université du Delaware qui a travaillé justement sur la question des comités de direction et de l'engagement paradoxal. Et elle a vraiment montré que la diversité au sein des comités de direction en termes de vision paradoxale permettait à une entreprise d'avoir
plus d'agilité et d'avoir plus de succès par rapport à des comités de direction qui seraient centrés sur une idée ou sur une autre. Donc tout à fait. Et donc, l'idée du co-développement, alors après, ben oui, ça peut permettre au fond de travailler sur la pensée paradoxale ensemble. On peut aussi imaginer du coup un comité de direction où petit à petit, chacun arrive en fait à travailler sur l'intégration et de plus en plus à adopter tous ensemble une pensée paradoxale. Voilà. D'accord, très bien. Alors, je vois que c'est plus ou moins facile aussi d'adopter cette fameuse approche du paradoxe, plus ou moins facile de se dire, mais est-ce que ça, c'est bien un paradoxe ou non? Est-ce qu'il y a des profils de personnalité qui sont plus à l'aise à pratiquer la pensée paradoxale? Comment peut-être ces personnes-là peuvent-elles aider aussi dans l'entreprise à pratiquer la pensée paradoxale? C'est un point qui est intéressant. En fait, il y a des chercheurs, je pense aux travaux de Wendy Smith, de Ella Miron Spector ou George Keller, qui se sont vraiment intéressés à cette pensée paradoxale. Et il y a même un test en ligne que vous pouvez faire et on passera le lien avec plaisir si vous êtes intéressé. Bon, c'est un site développé par des chercheurs. Alors, il est peut-être un tout petit peu moins vendeur que ce que les consultants font, mais ça vous permet de voir au fond votre niveau de pensée paradoxale. Et en fait, la recherche montre en effet qu'on n'est pas forcément tous égaux devant la pensée paradoxale, que certains ont une plus grande facilité à adopter une pensée paradoxale. Et d'ailleurs, peut-être que pour eux, ce qui peut sembler comme des grandes contradictions pour certains ne pose pas autant de problèmes à leurs yeux. C'est parce qu'ils ont déjà cette habitude-là d'avoir travaillé sur la pensée paradoxale. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche montre qu'il y a certaines cultures qui vont être naturellement plus ouvertes à la pensée paradoxale. Typiquement, les cultures asiatiques sont plus dans cette vision de l'intégration des oppositions et donc vont être plus ouverts à la pensée paradoxale. Ce qui a aussi d'intéressant, c'est qu'au fond, quand même, ça reste quelque chose que l'on peut travailler. On peut le travailler, dans les cours, et donc c'est pas quelque chose d'inné où une fois qu'on a passé le test, si on l'a ou si on l'a pas, on doit faire notre deuil. Et d'ailleurs, quand on a des personnes qui ont une pensée paradoxale, il faut que ces personnes se disent que peut-être autour d'eux, les gens ne voient pas les choses de la même manière. Et donc, ça leur permet aussi peut-être de prendre conscience que certaines personnes peuvent voir la réalité organisationnelle de façon beaucoup plus polarisante que eux et qu'ils doivent aussi faire un pas dans leur direction pour pouvoir leur permettre, au fond, de changer en fait cette perspective. Donc voilà, donc c'est là où ça peut être intéressant de mieux se connaître et je partagerai avec plaisir le lien avec ceux qui sont intéressés après le webinaire. D'accord, merci pour eux, Camille. Alors j'ai une autre question également, c'est si on n'est pas à l'aise comme ça immédiatement avec la pensée paradoxale, si on n'a pas naturellement ce mode peut-être d'approche des choses, mais qu'en tout cas on a bien perçu l'intérêt de mettre ça en pratique, est-ce que ça se travaille? Comment ça se travaille? Et est-ce qu'éventuellement tu as un livre à préconiser à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, c'est une bonne question. Ben oui, ça se travaille. Dans mes cours, j'ai beaucoup d'exercices. On passe, et certains d'entre vous le savent déjà, on passe 2 jours à travailler sur la pensée paradoxale. On les cartographie, on essaie de les communiquer aux autres. On travaille sur ses propres paradoxes internes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils que l'on peut utiliser et qui sont développés en ce moment. La recherche sur les paradoxes en management est relativement récente. Hein. En fait, c'est des idées, les paradoxes qui sont très présents dans la conscience collective, mais qui étaient très peu théorisés en management parce que, au fond, les écoles de commerce pensaient qu'il fallait donner des solutions aux managers. En fait, la pensée paradoxale a très longtemps été plutôt dérangeante dans le sens où
on ne donne pas des solutions claires, et on invite les leaders à accepter les paradoxes et à les naviguer. Donc, les écrits sur la pensée paradoxale sont relativement récents en management. Il y a des livres plus théoriques qui sont destinés aux chercheurs. Et j'ai quelques collègues je pense, de l'université de Nova à Lisbonne qui sont en train de travailler sur un livre à destination des managers. Et ma collègue aussi à l'université de Delaware, mais ces livres ne sont pas encore publiés. Il y en a certains qui vont bientôt sortir parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire les petits commentaires sur la 4e de couverture, mais ils ne sont pas encore sortis. Là aussi, je peux me renseigner pour voir quand est-ce qu'ils sortiront. Par contre, il y a des articles dans HBR, Harvard Business Review, dont un qui a été traduit en français sur la pensée paradoxale. Et là, avec grand plaisir, on vous donnera le lien pour que vous puissiez le retrouver. D'accord, je profite, donc on a encore quelques minutes en face de nous, parce que j'ai des questions aussi qui tiennent à aujourd'hui cette pensée paradoxale. Où est-ce qu'elle en est en matière de développement dans les entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui est à son tout démarrage, ou est-ce que tu mesures qu'il y a déjà c'est déjà adopté par bon nombre d'entreprises? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une certaine forme de leadership pratiqué, partagé au cœur des entreprises pour que ça ait des chances aussi de se mettre en œuvre, et peut-être pas seulement de la part des leaders, mais aussi, pourquoi pas, des collaborateurs? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, c'est relativement récent, même au niveau des organisations, c'est-à-dire qu'on va avoir une reconnaissance que les paradoxes existent, mais vouloir les engager de façon consciente tout au sein d'une organisation, c'est relativement récent. Il y a quelques exemples d'entreprises qui le font, et dans l'article de Harvard Business Review, ils donnent quelques exemples, mais ça reste à la marge. Et donc, à la question de comment en fait les entreprises peuvent l'engager, j'ai des élèves qui ont suivi mon cours qui me disent après qu'ils veulent l'intégrer au sein de leurs équipes, qui souhaitent le mettre en place au sein de leurs équipes. Mais voilà, cela reste à la marge. Une de mes collègues qui étudie ceux qui font des comment ça s'appelle qui font des dons, qui font des mince Martine, j'ai oublié le nom. Ceux qui donnent les grant makers en anglais. En français, c'est ceux qui donnent qui travaillent dans les fondations et qui donnent à des associations. Les donateurs. Ah ben voilà, les donateurs. Donc c'était voilà. Elle étudie par exemple le fait que souvent dans les entreprises, en fait, la dimension CSR et sustainability, c'est plus de l'ordre, enfin la dimension responsabilité sociale de l'entreprise, c'est souvent de l'ordre du cérémoniel, c'est-à-dire qu'elles le font parce qu'elles ont besoin de le faire, mais les grandes entreprises, et donc, mais du coup, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils doivent à la fois penser au business et à l'aspect social, alors que ce n'est pas forcément l'intérêt ou la priorité des leaders, que les leaders ils s'intéressent juste à l'impact sur le business. Et dans sa recherche, elle montre que en fait, ces donateurs, ces grant makers, comme elle les appelle, vont chercher du soutien auprès de leur communauté. C'est-à-dire que si le leadership ne le met pas en avant, eux vont voir d'autres grant makers dans leur communauté pour réfléchir à comment ils peuvent toujours calculer quand même l'impact social et pas que l'impact sur le business, et comment ils peuvent tenir en engageant les paradoxes, même si ce n'est pas une priorité du leadership, et enfin de leur leadership. Et donc, ça peut faire penser à, par exemple, quand on est une femme et que l'on gère des paradoxes vie privée, vie professionnelle, que peut-être dans notre entreprise, on n'aura peut-être pas le soutien, mais qu'en allant chercher dans des communautés, en étendant notre network, notre réseau, dans des communautés de femmes, de femmes qui travaillent et qui font une carrière, on peut justement trouver une façon d'engager les demandes paradoxales qui nous est propre, et très bien le tenir dans l'entreprise. Donc voilà, mais je pense que de plus en plus,
enfin, il y a de plus en plus de reconnaissance que les paradoxes sont importants. Il y a des entreprises qui en prennent conscience et qui le mettent en avant, notamment Lego qui, dans des changements organisationnels, a fait appel à des chercheurs en paradoxe pour justement permettre à ces managers de bien voir l'intérêt à la fois du changement, mais de reconnaître la valeur de certaines choses qui étaient faites avant, donc de vraiment pouvoir voir le changement pas comme un tournant à 180 degrés, mais comme un paradoxe. Donc, il y a des entreprises qui sont intéressées, qui font appel à des chercheurs, mais voilà, ça reste dans les débuts. Quoi, voilà. On a encore 3 minutes. Alors, je vais te poser encore peut-être 2 questions. Ensuite, nous te relierons les questions de celles et ceux qui échangent là, en ce moment avec nous. Il y a même des gens qui proposent des idées d'articles, de recherche. Il y a même des ressources qui nous sont indiquées. Donc, on est vraiment dans le partage. Continuez. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à partager vos idées avec grand plaisir. Oui, très chouette. Tu verras. Question qui venait tout à l'heure, c'est quelle différence tu fais entre pensée paradoxale et le compromis? C'est une question intéressante parce que souvent dans mes classes, j'ai des élèves qui me disent mais au fond, en fait, tu nous apprends à juste faire un compromis. Et je pense que la pensée paradoxale nous invite à aller au-delà du compromis. On ne cherche pas en fait un consensus. Nous, on cherche vraiment à réfléchir à comment est-ce que je peux atteindre A et B et à optimiser. Alors, je vous fais ce schéma-là parce qu'en fait, si on met sur un schéma orthogonal une dimension, un élément paradoxal et l'autre, en fait, le but de la pensée paradoxale, c'est de se dire comment est-ce que je peux atteindre au maximum ce côté-là et comment est-ce que je peux atteindre au maximum ce côté-là, voire me trouver au milieu. Et donc, c'est là l'intérêt, au fond, des stratégies d'intégration et de séparation, c'est que quand je sépare et que j'ai toute une équipe avec certains qui se centrent d'un côté ou de l'autre, ils explorent à fond les possibilités. Et en même temps, j'ai déjà qui intègrent. Et donc, du coup, le fait de partir et d'explorer à fond les possibilités pour chacun des éléments évite de se retrouver au compromis mou dès le départ. Et donc, je pense vraiment que les paradoxes nous poussent à aller au-delà du compromis. Ce n'est pas toujours faisable, mais en tout cas, ça nous invite à nous dépasser. Voilà. D'accord. Et alors, j'ai une question aussi qui est relative, puisque j'ai plusieurs personnes qui ont évoqué ces choses-là, c'est qu'est-ce qui peut aussi impacter dans l'exercice que tu nous as proposé de scorer, hein, des personnes nous demandent, mais est-ce qu'il y a un impact du contexte dans lequel on est en train d'évoluer sur le scoring qu'on va mettre sur les différentes valeurs, quand on traite un paradoxe, et quid aussi des effets des biais cognitifs? Alors, c'est intéressant, oui, oui. Alors, sur les biais cognitifs, ça, c'est intéressant parce qu'on a tendance à… Alors, dans ces cas-là, pour éviter… Alors, les biais cognitifs, on a tendance des fois à avoir un côté du paradoxe qui est plus attirant que l'autre. Par exemple, surtout quand on travaille sur des paradoxes internes, est-ce que je dois être… alors, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? J'ai à la fois confiance en moi et en même temps… qu'est-ce que ça pourrait être? J'hésite, enfin, ou des paradoxes un peu plus internes, il va y avoir toujours un côté qu'on va formuler de façon un peu plus négative. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant quand on pose l'exercice de réfléchir à une façon relativement neutre de formuler les deux éléments du paradoxe pour éviter au maximum le biais cognitif vers un pôle qui serait préféré, c'est-à-dire d'essayer d'atteindre une forme neutre de formulation du paradoxe, pour pouvoir vraiment voir les aspects positifs de chaque côté. Essayer de se défaire de certaines croyances dont on aurait hérité, essayer de prendre de la distance avec ces croyances. Voilà, on peut être à la fois empathique et autoritaire. Voilà, ça c'est un bon exemple. On peut être à la fois empathique et autoritaire. Donc quand j'ai des gens en classe qui me disent je suis empathique et autoritaire peut parfois avoir un côté un peu négatif. Mais avoir des objectifs clairs, être précis dans ce que l'on dit, c'est déjà moins négatif. Donc il faut aussi réfléchir à voilà, se détacher en effet de ces biais cognitifs. Donc ça c'était la première question. La deuxième question c'était est-ce que quand on fait le scoring sur les mots qu'on a posés sur cette feuille, est-ce qu'il peut y avoir un impact du contexte sur le score
évaluer un paradoxe à un moment et le réévaluer à un autre moment, est-ce que tout ça, ça peut générer des choses très différentes? Oui, oui, oui. Alors, c'est intéressant l'impact du contexte. D'ailleurs, la recherche est à peine en train de commencer à s'intéresser à l'impact du contexte. Ils ont beaucoup eu tendance à regarder les paradoxes de façon plus isolée, en fait, hors du contexte. Et en fait, oui, parce qu'en fait, quand on pose, en particulier dans cet exercice, quand on pose en fait les éléments, on met en avant les valeurs et les choses que l'on veut. Alors, les valeurs sont relativement stables, ce que l'on recherche, c'est relativement stable, mais quand même, dans une vie, on évolue. Et donc, il peut y avoir des éléments qui sont, que l'on recherche derrière. Par exemple, la vie familiale, pour moi, c'est important parce que, et ça peut évoluer au fur et à mesure d'une vie et au fur et à mesure de l'environnement. Ça peut être présent tous les jours à la maison, comme ça peut être transmettre certaines traditions familiales. Et donc, et si jamais vous travaillez votre travail est juste à côté de là où vous vivez, ben, peut-être que tous les jours à la maison, ça ne vous viendra pas à l'esprit, mais par contre, si vous avez une opportunité de travail à 5 heures de chez vous, à ce moment-là, ça deviendra quelque chose qui est important pour vous. Donc oui, 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 la manière dont on voit les deux éléments et les choses qui ressortent peuvent changer au cours d'une vie ou selon les événements, mais il y a quand même une forme aussi quand même de stabilité parce que c'est aussi lié aux valeurs. Donc voilà, enfin, ma réponse, c'est un peu une réponse oui et non, mais j'espère que mon exemple vous a permis de voir un peu où je voulais en venir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est peut-être l'heure Il y a d'autres questions, il y a des idées, en tout cas des personnes en demande d'échange et ce sera très volontiers. Il est Oui, 13h03, donc on va respecter notre engagement et on va respecter les agendas des uns et des autres. d'accord. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les questions qui ont été remontées. Merci Camille pour ce partage que tu viens de faire et pour ton enthousiasme sur la question. Donc nous transmettons. Il y a des merci beaucoup et des bravos qui remontent dans la boîte. Donc Merci, voilà. merci. Et Merci à merci vous. merci à vous d'avoir été là et puis merci à Martine aussi d'avoir fait le porte-parole de tout le monde et d'avoir engagé dans un dialogue avec moi. Je pense que ça a rendu vraiment le webinaire plus riche. Donc vraiment un grand merci pour ça aussi. Donc oui, c'est avec plaisir. Donc merci à tous, très très bonne journée et nous revenons vers vous directement suite à ce webinaire pour continuer nos échanges de manière plus individualisée. Un grand merci à vous et à bientôt. À bientôt.